Monsieur Bralé, merci de nous recevoir à Aveyron TV. Alors on va commencer à parler de la vie d'un enfant du COS, votre bande dessinée qui reflète un petit peu tout ce que vous avez vécu et comment vous en êtes arrivé aujourd'hui à l'Empire, on va dire, Bralé. Déjà, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qui a été un petit peu pour vous le plus compliqué pour démarrer votre entreprise, l'investissement, parce qu'on voit dans votre BD, quand on lit qu'il y a beaucoup d'investissements, mais pas tout le temps du retour au début, quoi. Ben, compliqué. D'abord, merci d'être venu. Merci Patrick d'être venu. Pour répondre à votre question, c'est assez complexe parce que c'est compliqué, c'est pas compliqué. Mais dans la vie, vous voyez bien, même de nos jours, tout est compliqué. Et quand on est jeune, ça l'est, mais quand on est jeune, on a l'enthousiasme et on passe bien au-delà de beaucoup de choses. Alors moi, ça a été compliqué et simple à la fois parce que c'est le besoin, quoi. Quand tu nais dans une famille modeste et que tu veux essayer même pour sa famille, de leur essayer de monter un peu comme tout le monde, quoi. Et bon, il faut essayer de s'en sortir. D'abord, je l'avais écrit, les pieds de la merde, parce qu'on est né à les pieds à la merde. C'est pas qu'on était misérable, hein, mais enfin, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit, mais une petite famille modeste avec 30 hectares, 4 ou 5 vaches à l'étable et 25 brebis, donc c'est compliqué. Et moi, à l'école, j'étais pas passionné du tout. C'était bon, même encore, je suis incapable de vous écrire une phrase sans faute, mais je sais compter par contre. Je sais compter. Et si vous voulez, au début, je faisais de familial, donc, et on cherchait des petits boulots, quoi. Alors des petits boulots, alors des fois on avait des contentements parce que ça marchait, mais des fois ça marchait pas. C'est là où ça se complique, parce que avoir l'idée, le réaliser et avoir un retour, c'est compliqué. Tout à fait. Alors moi, ce qui m'a beaucoup avantagé dans ma vie, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des parents adorables qui se saignaient pour moi, qui m'accordaient même un peu trop, je dirais, un peu trop. Et puis finalement, ils m'ont permis de faire mes essais, parce que... alors au début, comme c'est écrit dedans, je ne vais pas vous les énumérer, oui. C'est compliqué, quoi. Et voilà, et jusqu'à de 12 ans jusqu'à 20 ans, ça a été un peu la pagaille, quoi. Parce qu'on voit que quand même votre père n'a jamais été trop dans votre opposition, enfin il vous a toujours laissé un peu les mains libres. Au contraire, il m'a gâté pourri, et je ne sais pas le reconnaître. Enfin bon, c'est comme ça. Et si vous voulez, au début, quand j'ai jusqu'à de 12 ans jusqu'à 20 ans, je faisais aide familiale. Et après, quand même, on avait été un des premiers à acheter un tracteur et une presse, on allait boteler pour les autres. Et c'est là où ça commençait. Et c'est là où ça commençait à se compliquer, parce qu'après, ça commence à grossir. Après, il faut vite prendre quelqu'un pour t'aider, et puis tu n'as pas forcément le retour. Et un beau jour, ce qui m'a fait tilt, quand j'ai commencé tout ça, là, ma mère avait l'épicerie, là. Et il y avait une dame, là, des notables, comme on l'appelait, dans tous les villages, quelques-uns. Il y en a vu. Son mari était anciennement notaire. Hein. Et un jour, il disait à ma mère, vous savez, Christian, il va vous bouffer la ferme. Alors, sur le moment, ça te fait un peu ricaner, et c'est qu'après, ça t'interpelle. Parce que je me disais, et si c'était vrai? Parce que, croyez-moi, des fois, on est passé près. Hein. Des fois, ça, on est passé... Heureusement qu'on était soudés, parce que c'était très très compliqué. Au niveau financier, ça a été toujours compliqué. Jusqu'à, bon, maintenant ça fait un moment que c'est arrangé tout ça, mais toute ma vie j'en ai souffert, parce que les banques, quand vous avez, c'est comme de tout, comme maintenant on le voit avec les assurances, quand vous avez besoin de rien, vous êtes bien servi, quoi. Et au début, ils me tenaient à la dragée haute, j'en ai eu pleuré et repleuré. C'est ça qui était le plus compliqué, c'était surtout le financier. Le financier, oui. Alors on voit à travers votre BD aussi, le lancement aussi des camions, votre premier camion d'occasion et tout ça. Ah ouais, là, ouais, mais après si des petites anecdotes où je vois, vous allez chercher votre Mercedes en Allemagne en disant que c'est plus robuste que le français. Ouais, parce que si vous voulez, je vais la passion des camions. Et alors, vers 25 ans, là, j'ai passé il fallait une attestation de capacité pour conduire les camions. Et j'avais été la passer à Toulouse, là. Et après, j'avais l'idée d'acheter des camions. Et un jour, je l'ai écrit, je crois, j'étais à la foire de Marcillac, il y avait un gars qui disait, il allait moissonner un Camargue. Et il dit, si tu n'as pas de camion, là-bas, tu moissonnes pas, parce que c'était des grosses fermes. Il voulait que le blé soit du champ au silo soit réglé, quoi. Voilà. Et alors, moi, j'en avais vu à Toulouse à vendre 15 000 francs. Et j'ai dit, putain, ça m'intéresse. Alors, je vois ça, il s'appelait Mouissé. Je lui dis, vous savez pas, si ça vous intéresse, je vais faire le transport. Il me dit, ouais, mais celui qui vient chaque année va revenir. Bon. Et puis
puis voilà, et puis un samedi, il arrive à fond dans la maison, comme c'était son genre, sans gêne un peu, il arrive. Il m'a dit, ça tient toujours dans l'histoire, parce que son fils est à l'armée, il ne peut pas venir. Et bien j'ai dit, si le camion n'est pas vendu, et bien hop, je viens. Et bien le lundi, j'appelle, il n'était pas vendu, j'achète mon camion. Bon, toujours pareil, des coups de tête. Je vais chercher le camion à Toulouse, et puis quelques mois après, même pas, clac, le début de la campagne attaque. Et je me rappellerai toujours, ça je ne l'ai pas écrit, on a attaqué à côté de Saint-Martin-de-Croix. Encore, je suis pas sûr toujours avec mon épouse, comme si on a souvenir, c'était le Mas l'Ermite, à côté de Moulès. Et on attaque là-bas. Putain, au second jour, je regarde à la jauge d'huile, toute l'eau était passée à travers dans l'huile. Oh. Et bien, je dis, ça commence bien. J'appelle à mon copain qui était chef mécano chez Iveco. Oh, mais il me dit, tu n'as qu'une solution, il te faut acheter de la... Il appelle ça de la poutine, c'est un produit que tu mettais à l'époque qui colmatait les trucs. Je vais acheter au garage une boîte et allez, et j'ai pu faire ma campagne. D'accord. Ça a commencé à se compliquer déjà là. Bon, alors on a fini la campagne tant bien que mal, et puis ça, on l'a fait quelques années. Et puis ça marchait bien, mais quand on tombait dans une ferme où ils avaient déjà un camion, on ne faisait rien. On ne faisait pas de recettes. Ouais. Et là-bas, on s'est fâché plus ou moins avec cet entrepreneur. Et là-bas, j'avais vu les premiers camions multibennes. Alors ça m'a fait tilt, parce qu'avec un camion, déjà c'était assez rentable. J'ai dit, un camion qui va prendre une benne, et plusieurs bennes dans la journée et tout, tu poses des vides. Je dis, ça doit quand même gagner. Allez hop, ma femme était enceinte de Ludovic à l'époque, mais ça fait 43 ans, pas d'aujourd'hui. Et j'en ai vu un, je prends la dépêche, un jour, là, tac, je vois un camion à vendre, allez, on va le voir. On n'a pas acheté celui-là, mais après on l'a acheté. Me voilà acheté un camion et 2 bennes, en 81. D'accord. Qui sont devenus 3600 bennes maintenant. Maintenant, ouais. Et voilà qu'avec ces 2 bennes, hop, on repart là-bas, toujours pareil en Camargue, aussi long que je connaissais. Et un jour, il nous demande d'aller amener une benne au Sainte-Marie-de-la-Mer. Au Mazicar, à côté Sainte-Marie-de-la-Mer. Et ce monsieur, là, monsieur Cavalinite, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, il nous dit de nous le mettre pour les vendanges. Ah bon? Il m'a fait connaître l'Istel. Avec mon épouse, le gosse tout petit qu'avec moi, on descend là-bas, rendez-vous avec Morte. Et voilà, ils nous reçoivent. Alors l'Istel, quand ils ont vu arriver ce petit paysan, et ils ont dit, vous savez, c'est sérieux la vendange. Ouais. Et j'ai dit, on verra bien, hein, pourquoi pas. Et finalement, ça a marché, on a mis un camion, et bien encore aujourd'hui, 40 ans après, on leur fait tout. On leur fait tout le domaine, ils ont quand même 2000 hectares de vignes. Ce qui est pareil, ça fait quelques bennes de vendange. Et voilà, alors là, ça a commencé. La première année, ça marchait à peu près, en 81. En 82, alors là, la catastrophe. La catastrophe, on avait deux camions. Et le premier, au début, c'est un chauffeur qui descend avec le camion. Tout d'un coup, le deuxième jour, il m'appelle. Il dit, monsieur Bralet, le pont fait du bruit, il sort de l'huile. Je dis, roule pas comme ça, parce que ça ne peut pas faire. Je dis, amène-le au garage. Il s'appelait Poujoula, à Lunel, dans l'Hérault. Il va amener le camion chez Poujoula, et le gars, il dit, t'as le pont qui est foutu. Bon, on va le réparer. Mais je dis, mais faites vite, parce qu'il y a la vendage. Le lendemain, il n'avait pas attaqué ou vice-versa. Je dis, ça ne peut pas faire. Allez, on prend, avec mon épouse, le lendemain, j'ai dit, il ne faut pas laisser comme ça, on descend. Et puis, je savais qu'il y avait un récupérateur de pièces détachées, là-bas, de Lunel. Et on va acheter un pont. J'avais une 504, à l'époque, il me le met dedans, je ne peux plus écraser tout. Et on amène ce pont au garage Poujoula, et il le remonte. Et nous, il nous dit, il va être prêt à midi, midi et demi, il sera prêt. Bon, à midi et demi, on va le chercher. Il était prêt. Et moi, je le prends. Je dis, punaise, mais c'est pas possible, quoi. Ce moteur, il fait du bruit, là. Mais je dis, le moteur passe à travers, c'est pas possible. Je reviens avec le camion. Où c'est que j'avais acheté le pont? Ah, mais il me dit, vous avez l'emballage qui passe à travers. À moins que le ciel te tombe sur la tête. Allez. Et bien, j'ai dit, je vous le laisse, on ne peut pas s'en servir. J'ai dit, essayez de me réparer au plus vite. Je laisse le camion. Et après, ma femme me reprend la voiture. Et on va rejoindre nos chauffeurs qui tournaient avec l'autre camion avec Morte. On arrive sur le pas du restaurant. Je me verrai toujours à la Pinède. Et il me dit, mais vous avez le moteur du camion qui est foutu. Mais j'ai dit, je le sais parce que je viens de le poser. Il dit, on dit l'autre. Il me dit l'autre. Alors là, ce coup-ci, c'était la fin d'haricot. Et après, si on en avait un troisième qui restait à la location, j'étais perdu. Et voilà, et comme je vais à la cave, là, après, là, tout d'un coup, dès que j'arrive, que je n'ai même pas mis les pieds par terre, on me dit, le patron veut te voir. Ouais. Il me fait monter un grand escalier, là, je me verrai toujours. Il me dit, monsieur Bralet,
on est à la panade là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas les camions tubules. Maintenant, il y en avait partout. D'accord. Il y a 43 ans en arrière, il y en avait pas. Ouais. Et alors je monte l'escalier, là, il s'appelait, j'ai perdu le nom. Et il me dit, qu'est-ce que vous comptez faire? Ben, j'ai dit, je sais pas. Puis je me rappelais que j'avais connu un gars du côté de Bordeaux qui louait des camions. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Hein. Eh oui. Il n'y avait pas de téléphone. Alors il fallait que ma mère fasse l'interview et qu'elle m'appelle. Alors elle m'appelle, finalement après j'ai rappelé. Le gars là, il s'appelait Michel Daréon. Je lui dis, Michel, il faut que vous, je le disais vous à l'époque, il faut qu'on me dépanne, je suis dans la panade, il me faudrait 2 camions quoi. Et alors il m'a dit, venez les chercher, mais je passe un examen, venez pas de bonne heure. Alors nous, j'ai dit, comment me faire? Alors je dis au gars là, de Listel, j'ai dit, mais je suis don, j'ai dit, on va essayer de vous trouver la solution pour demain. Entre-temps, je téléphone au chef d'atelier chez Iveco, qui était un grand copain, mais il m'a dit, je descends cette nuit te refaire le moteur, avec son beau-frère. Alors finalement, il est redescendu la nuit, m'attaquer le moteur à 4 h du matin, et nous et ma femme et le chauffeur, on est partis à Bordeaux. On a pris nos 2 camions à la queue leu et l'autoroute sans dormir, sans rien, sans manger. Et le matin, on a été à Aigues-Mortes de nouveau vers 10 h tout ça. On a fait tourner les 2 camions. Mon copain, là, Pierre Claude, m'avait réparé l'autre, parce que réparer c'était vite fait à l'époque, les moteurs, maintenant ça serait infaisable. Oui. Mais il a changé juste 2 pistons, mais il a tombé. Lui, il était venu avec son beau-frère. Finalement, à midi, tout marchait. Il y avait le patron de M. Palatan, qui était à la retraite depuis un moment. Là. Il était là comme ça, là. Il n'en revenait pas. Il dit, Monsieur Bralet, j'en ai vu des choses, mais comme ça, jamais. Jamais. Et ça m'a valu tous les marchés. Parce que finalement, tout a été. Mais là, j'ai eu le bon Dieu avec moi, et tout. Parce que finalement, là, on l'a échappé belle. Alors, je me suis sorti, j'ai fait la campagne, une très bonne campagne, mais alors financièrement, c'était la panade complète. C'était difficile. Finalement, heureusement que j'avais mes brebis, là, c'est pour ça que je disais rire, parce qu'elles m'ont sauvé plusieurs fois la mise, parce que si on n'a pas eu le chèque de Roquefort, on ne serait pas là en train de discuter ni de la VD ni de l'entreprise. Parce que c'était mort et mort. Alors voilà, on a réussi à finir la campagne comme ça, parce que les vendanges, c'est à l'automne. Alors de colère, j'ai dit, je vais acheter 2 camions neufs. Allez hop, 2 camions neufs, j'appelle chez Mercedes, je commande 2 camions neufs, 2 Mercedes, de 1922. 220 000 hors taxe, il me coûtait ça le bras, et 40 000 le bras. Et voilà, c'est que les commandes, c'était une chose, c'est qu'il m'avait dit la TVA, il faudra la payer le 15 ou le 10 ou le 15 juillet. Et voilà, mais c'est que pour avoir le crédit, ça a été compliqué. Finalement, ils m'ont prêté et tout. Et j'ai été chercher les camions. À l'époque, il fallait aller chercher à la frontière à la bande. D'accord. À Molchagne. D'accord. Mon épouse et 2 chauffeurs. On s'en va, on prend les chauffeurs et on va chercher les camions. C'est que toujours pareil à la gonflée, j'avais acheté 2 camions neufs, sans argent et sans travail. Alors bon, allez. Mais je savais que dans le midi, ils faisaient des oignons. Alors en descendant, je dis à ma femme, on va poser on va dormir à Lyon, parce qu'on n'avait pas dormi la veille pour économiser. On était parti le soir. Molchagne, c'est à la frontière allemande, c'est à 900 bornes. Et on récupère les camions, et le soir, on revient à Lyon. Et je dis au chauffeur, nous, avec ma femme, on va aller à le midi trouver du boulot, et vous descendez à Besançon. Allez, on descend à le midi, à midi, là, à la Pinède, ce fameux restaurant. Et je dis au patron, là, il s'appelait Jeannot, là, et je lui dis, où c'est qu'ils font les oignons, là, parce que je voudrais aller voir le patron. Oh, mais il me dit, je ne sais pas exactement, mais c'est pas compliqué, vous suivez les oignons et vous y arriverez. En effet, parce que ceux qui le faisaient déjà, ils perdaient la commune. Ah ouais, d'accord. Et alors j'y vais, alors c'était, ça s'appelle après le pont de Filvéréal, là, si vous connaissez la Camargue, il faut tourner la route de Saint-Gilles, c'était un mas, ça s'appelait les Prados. J'arrive à les Prados, il y avait une montagne d'oignons, il y avait un casibi en verre, là, 3 fois comme mon bureau, un type complètement torse nu, pas un sourire à virer. Je rentre là, ma femme attend dans la voiture, je rentre. Bonjour monsieur, je viens proposer mes services si vous avez une multibelle. Il me dit, on a tout ce qu'il faut. Bon. Alors, quand je sortais par la porte, il me dit, vous n'avez pas une carte, quelque chose? Eh bien, j'ai dit, si, j'avais une petite carte, griffouillée sur un papier. J'y donne le nom et le téléphone, et voilà. Et puis c'est tout. Après, on avait cherché partout, on n'avait rien trouvé. Tout. Et puis on rentre à besoin, et voilà. Et puis moi, je vacance à mes brebis et tout. Et un samedi, ma mère, elle arrive trottinant à me voir à la bergerie. Elle me dit, Christian, il te faut rappeler monsieur Olivier.
Monsieur Olivier, c'était le gars que j'avais vu. D'accord. Et il me dit, vous pourriez venir pour les oignons, là, parce qu'il y en a plus que prévu, là. Est-ce que vous auriez 2 camions? Je dis oui, lundi, 2 camions. Et allez, on descend avec les 2 camions neufs qu'on avait achetés, qui étaient carrossés, et on descend faire les oignons. Il était tellement content de voir ce personnel et tout, il me dit, vous n'en avez pas d'autres? Et bien j'ai dit, j'ai les vieux que j'avais bien d'épouvante à l'époque. J'étais rechercher mes 2 camions en épouvante. Les chauffeurs, j'en avais pas. Le beau-père m'a aidé à en trouver. C'est la première fois de ma vie que j'embauchais du monde sans les voir. Ouais. Rendez-vous 4h30, on ne demandait pas des renseignements, 4h30, 5h du matin à besoin. Et ils sont partis en Camargue. Alors j'ai mis 5 camions en Camargue, on ramassait des oignons, tout va. Et voilà. C'est que comme un imbécile, je ne m'étais pas soucié pour le paiement et tout ça. Ah, ouais. Alors on travaillait plein pot là-bas. Et un beau jour, j'ai dit, il faut quand même que je me renseigne parce que j'avais promis cette traite pour le 10 ou le 15. Et c'est là que j'ai failli tomber de haut parce qu'on me dit, ouais, mais le gars pour qui tu travailles est en prison. Oh putain. C'était, vous avez pas de trop jeune, on n'avait pas connu, c'était un magnat là, du Midi, là, il exploitait plus de 1000 hectares. D'accord. À l'époque, c'était des gars qui n'avaient pas peur de se lancer, Ouais. qui faisaient des choses. Et alors on m'a dit, t'es en prix, j'ai dit, c'est possible, dans les beaux draps. Et finalement, ça m'a servi, dans le fond, parce que quand j'y suis descendu, il y avait un syndic. Et alors le syndic m'a payé. Et quand j'ai sonné ma traite, j'ai eu ma traite. Mais sans le savoir, là j'ai eu beaucoup de chance. Parce que finalement, sans le savoir, il n'y aurait pas eu ça. Je serais tombé avant qu'ils soient en prison. J'avais tout dans le baba. Ah ouais, il n'y avait pas d'argent. Et finalement, la traite a été payée. J'ai pu payer mes engagements à Mercedes. Ouais. Et c'est là où c'est parti vraiment. C'était en 83. C'était vraiment le déclic. Après, c'était les oignons c'était aventif. Après, on a été faire du blé. Après, là-bas, ils nous avaient vu bien travailler dans le Midi. On a fait de la tomate, on a fait du riz, c'était bien. L'année d'après, on est parti travailler, je ne sais pas comment dire, on avait trouvé un débouché en Bosse, on envoyé des camions en Bosse. En Bosse, on a fait connaissance, parce que tout était relationnel, il n'y avait pas d'intérêt. En Bosse, on a connu des gars qui venaient aider à rentrer le grain, ils étaient dans le Béarn là-bas et les Landes. Et finalement, ils m'ont fait connaître la Coupe de Pau. Je suis parti là avec ma voiture et ma femme aller voir le grand directeur de la Coupe de Pau. Quand il m'a vu arriver, il y avait un bureau 4 fois comme le mien, il était au fond de la salle. Il me recevait à peine, il me dit mais vous voulez venir ramasser du maïs là, mais pour trouver les champs et tout. Mais je dis on verra bien, on a fait non, on verra bien. Et puis il m'a dit je vous prends un camion quand même. Il a pris un camion et là pareil, ça s'est passé pareil que pour les oignons. Quand il a vu le boulot qu'on faisait, il en a pris 3 ou 4 la même année. D'accord. Et c'est là où ça a été vraiment les déclics. Le déclic du transport. Mais les premières années, ça a été très compliqué. Très compliqué, ouais. Ça paraissait comme ça, mais on avait tellement du retard de paiement, de l'investissement. Je vous dis, à passer des nuits à pleurer. Ouais, j'imagine. Alors après, tu es pris par la gloriole, après par le candidaton, tu ne peux plus reculer. Ouais. Alors là, j'avais une chance extraordinaire, c'est qu'au départ, j'avais mes parents qui étaient sensationnels. Après, je suis tombé sur une épouse qui m'a secondé, qui a plaqué son métier de coiffeuse pour me seconder. Et tout ça, et puis trouver du bon personnel sensationnel qui m'accompagnait encore, c'est pareil de nos jours. Tout ça a fait que ça fonctionnait, mais alors à quel prix? À quel prix, ouais. Pendant des années. Oh, et alors après parce que là c'était intéressant, mais c'était que du travail saisonnier. On travaillait, je prenais que des chauffeurs saisonniers, parce que l'hiver on n'avait rien à faire avec les multibennes. Parce que le multiben, d'abord, je disais encore hier à je ne sais pas qui, ça a mis longtemps à se développer. Et je ne comprends pas même que comme les gars, là, même les militaires, les pompiers, c'est tellement commode. Maintenant, dans tous les petits villages, il y en a un petit multiben. Tout à fait. Mais avant, ça n'existait pas. D'accord. Et pendant 7 ou 8 ans, là, au début, c'était, je vous dis, dans les années 80, ça n'existait pas. Et finalement, après, dans les années 90, ouais, ça passe à du merdouiller comme ça, là, même avant 87, 88. Là. Après, finalement, il y a un gars qui m'a dit à Rodez de poser une benne. C'était les meubles Rey, le premier client. Ah, d'accord, oui. Meubles Rey et Kéroganus. D'accord. Ils m'ont dit de poser une benne parce que tout le monde faisait brûler au fond du dépôt. Et après, il y avait une décharge à Rodez, ça s'appelait le Burgaz. Là. Oui. Et les types, ça coûtait pas cher, quoi. Ils allaient jeter. Voilà. Alors, ces deux industriels m'ont commandé une benne, et bête et méchant, on allait prendre la benne et la vider à la décharge. D'accord. Et après, voilà, c'était les années où on a fermé les mines de Cazeville. Là. Et à de Cazeville, ils avaient eu des subventions pour faire une usine de panneaux, de planchers flottants. C'est Riparquet, ça s'appelait. Ils étaient plus de 200 employés, là.
Et là, il m'a demandé de poser des bennes. Mais alors, il y avait une déchet. Il y avait 5-6 bennes, des 35 cubes tous les jours. Et alors, on allait amener ça, je conduisais, moi à l'époque, il y avait mon épouse, et on allait amener ça à la décharge, ou alors à la découverte, à la Caseville. Et tous les week-ends, les pompiers faisaient l'opération pour mettre le feu. Et finalement, moi je dis à ma femme, ça ne peut pas durer, parce que du joli bois comme ça, après je m'étais rendu compte qu'il y avait des gens qui s'y intéressaient, des Landes, pour essayer de le récupérer. D'accord. Alors les pompiers faisaient des manœuvres, c'était bien joli, mais tout ça, ça ne pouvait pas durer, quoi. Et alors là, quand tous ces gars des Landes venaient, j'ai dit, si on ne fait rien à ma femme, ça ne peut pas le faire. Alors du coup, le joli bois, j'avais commencé, heureusement que j'étais paysan et que j'avais des terres, à besoin, j'avais stocké déjà du bois. J'avais fait une montagne de bois. Et je savais qu'en Allemagne, il existait déjà des machines qui étaient capables de broyer ce bois, le faire jusqu'à la graffe, pour essayer de le revaloriser. D'accord. Et voilà qu'on part en Allemagne avec ma femme, et allez, on discute d'un broyeur, mais ça coûtait plus de 1,5 million à l'époque, ancien franc. C'était hors de prix, quoi. Et la banque tirait, pour m'accorder le financement, c'était compliqué. Et la seconde fois que je suis parti, je me rappellerai toujours, dans l'aéroport Charles de Gaulle, là, j'avais rappelé le Crédit Agricole, j'ai dit comment je fais, parce que je signe ou pas, il m'a dit tant pis, allez-y. Mais il me dit qu'est-ce que vous allez faire du bois, j'ai dit j'en sais rien. Ouais. On achète notre broyeur et allez. Et on se met à traiter, broyer ce bois. Et déjà je vendais de la sciure à une grosse boîte qu'on livre toujours d'abord, qui s'appelle Chrono France, à côté d'Orléans, à Sully-sur-Loire exactement. Et là, livrer de la sciure pour faire des panneaux de particules. D'accord. Le directeur, il s'appelait Monsieur Casse, et je lui dis, Monsieur Casse, je viens d'acheter un broyeur, je peux vous donner du bois broyé. Il me dit, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis il m'a dit, envoyez toujours une semis et on la mettra toujours en combustion, quoi, en chaudière. J'envoie une semis, quand il a vu le produit, on ne peut pas l'envoyer une seconde, et après ça a commencé comme ça. Doucement net. D'accord. Et voilà, comme quoi il faut lancer la machine. Ouais. Et là ça m'a sauvé. Alors après le bois, ça a prospéré. D'abord on a été même encore, je pense, un des plus gros faiseurs de tout le sud de la Loire, en bois de récup. Et ça, après on a approfondi, en mettant la mise de crible, un tas de machines, et voilà. Après ça, on a fait le déchet vert. Faire du compost à l'époque où tout le monde mettait ça au coin du champ ou du jardin, et c'est pourrir. Tout à fait. Et tandis que là, bon, après on a fait le déchet vert, et voilà, et après on a fait le DIB, comme vous savez, avec le centre de tri et tout. Voilà un peu l'histoire, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Et après, finalement, on s'est intéressé aux énergies. Dans les années, maintenant c'est courant de faire du photovoltaïque, quoi. Oui, tout à fait. Comme on en fait. Mais dans les années 2000, personne ne faisait. Personne ne faisait, ouais. D'abord, il faut savoir que nous, on fait partie des 100 premières de France, des plus grosses installations. C'est pareil. Ouais. 100, ça fait presque qu'une par département. Alors, on a été un des premiers. Alors là, ça a été compliqué parce que, heureusement que j'ai mon ingénieur et tout, parce qu'on te disait, il fallait trouver le fournisseur, il fallait trouver tout ça. Et alors, les Français, il n'y en avait pas 50, il n'y avait que Photowatt. Et on avait été voir, il avait commencé à faire quelques installations, mais ça ne nous a pas plu. Puis finalement, on m'a fait connaître un monsieur que je respecte beaucoup et qu'on travaille encore lui, qui a un peu mon âge. Il s'appelle Guy de Greff. C'était un Belge qui était venu, il a fait cette affaire dans le Congo belge, puis maintenant il était venu en France. Et lui, il est venu me voir, puis au début, il ne nous inspirait pas tellement confiance, mais au fur et à mesure qu'on parlait, on voyait que c'était un monsieur. Et il m'a fait connaître une boîte allemande. Il faisait un peu courtier, si vous voulez. Il m'a fait une boîte allemande qui s'appelait Solar Fabric. Et la première installation à Bouzoul, en 2003, ça coûtait quand même 2,5 millions, c'était énorme. Ouais. Énorme, énorme. La banque, pareil, elle commençait à tousser parce que personne n'en faisait, ça n'avait pas le retour. Et finalement, on y a acheté une installation. Et puis, allez, j'ai pas attendu même un an, j'en ai commandé une autre. D'accord. Allez, hop, une seconde, et allez, c'est parti. Et voilà. Et voilà. Et alors, tellement bien qu'il a vu qu'on était en avance et tout se passait bien, il m'a dit, vous qui êtes un peu dans les nouveautés et tout ça, vous devrez penser à l'hydrogène. L'hydrogène, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est vrai, moi. Je n'ai pas fait d'école, moi. Et il m'a dit, je vous amènerai un spécialiste. Il m'a amené un collègue à lui qui s'appelle M. Tikos. Il était dans les sous-marins, dans l'atomique, les sous-marins à Saint-Nazaire. Et il vient un jour au bureau à Besançon avec une petite mallette là, et on l'a mis sur la terrasse, un jour qui faisait grand beau temps. Et là, cette maquette, il y avait une petite éolienne qui tournait, tu faisais un peu d'élec, et puis finalement, tu la mettais en boîte, et après, tu pouvais la ressortir. Sur le moment, je dis, ça ne m'intéresse pas, puis après, je me disais, putain, ça pourrait être intéressant, parce qu'il
Il faut savoir que l'Aveyron, on est quand même un des premiers départements de France en énergie renouvelable. Donc on a beaucoup de barrages et de tout. Et sachant que l'électricité se produit en linéaire, elle est utilisée en dents de scie. Ouais. Et quand elle n'est pas utilisée, elle est perdue. Donc si elle est perdue, on appelle ça de l'énergie fatale. Moi j'appelle ça déchet, mais EDF, Oui. Alors je dis, je reviens un peu à mon cœur de métier. Ouais. On traite du déchet, mais tout d'un coup. Mais il faut. Voilà. Alors du coup, on s'est lancé là-dedans et avec Aurélie, cette énergie fatale, la mettre en boîte. Oui. Et la rendre transportable, la rendre service quand on veut. D'accord. Et c'est parti comme ça. Mais alors ça a été compliqué parce que ça fait déjà 10 ans qu'on a l'hydrogène et ça commence à marcher à peine. Au début, on s'est rapproché du centre atomique de Grenoble parce que Oui. c'est compliqué. Après, on a réussi à faire un consortium. Il fallait vendre une douzaine de voitures et monter la station. Allez, D'accord. les voitures, c'est un drôle de point aussi parce qu'en Europe, ça n'existait pas. Il n'y avait rien que une petite boîte justement du centre atomique de Grenoble qui s'appelle Symbio Fuel Cells, qui est une petite start-up qui achetait des Kangoo Renault, comme celle qu'on a devant la porte Oui. là, et elles y faisaient la pile à combustible. D'accord. Et cette pile à combustible, c'est elle qui sert à remettre l'hydrogène, vous avez bien état gazeux, à travers cette pile, les électrons passent, vous sortez l'eau, et les électrons font marcher D'accord. la voiture. Et voilà. Et on a dit, allez, c'est parti. Alors le Grand Rodez en a acheté deux, EDF évidemment en a acheté une, Enedis, la mairie de la Primob, la mairie de Donnet, les cars ruban bleu, enfin on a réussi notre chose. C'est que là, c'était une chose, mais nous, il fallait avoir la station prête pour 2017. D'accord. Et finalement, entre trouver le terrain, ça a été compliqué, parce qu'on ne l'avait pas en face. Et puis on a eu ces graves incendies à Vesoul, Oui. ça a été très compliqué. Et on voyait qu'on ne pouvait pas être prêt. Mais comme quand on tient un engagement chez Bral, il faut le tenir. Alors on a dit, tant pis, pour pas être défaillant, on va acheter une station provisoire, mais pas de production, mais que de distribution en attendant. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a démoli il n'y a pas longtemps pour faire remplaçant. Mais on a émis cette station. Comme ça, fin juin 2017, on a pu faire le plein des voitures jusqu'à maintenant. D'accord. Et maintenant, la grosse est finie. Elle est finie, mais alors, il y a toujours un truc, vous comprenez, on est un peu les cobayes là. Ouais, c'est des tests. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, on est motivé à fond que ça aille, mais comme il n'y a pas tellement d'utilisateurs, on est moins pressé, mais c'est un gros investissement pour. C'est sûr. Ouais. C'est très compliqué. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Enfin, tout ça, c'est une anecdote. Puis, allez, si on résumait, on ne sait plus dans ce qu'on a fait. Moi, comme je dis, la vie, c'est comme passage, c'est de marquer son temps. Et puis, après, il ne faut pas dire on s'est fait plaisir aussi. Si ça peut rendre service, tant mieux. Et puis, allez, espérons qu'on aura marqué un peu notre passage. Alors, vous montriez tout à l'heure la photo derrière où vous avez les brebis. Si je ne me trompe pas, en lisant votre livre, ça aurait pu être des vaches à un moment donné. Ouais, parce que c'est pareil, quand on était jeune, quand j'étais jeune, que j'avais une vingtaine d'années, on allait un peu au bal le dimanche, c'était une seule distraction. Mais avec les brebis, il faut rentrer pour traire. Eh oui. Et alors là, un coup, j'ai dit à mon père, allez, on n'a pas dit ça comme ruse, mais on a dit on va essayer de vendre les brebis, mettre des vaches. Alors, on a fait une stabulation libre en 72 et on a mis des vaches. Mais là, heureusement qu'on a arrêté, là, on se serait ruiné. On se serait ruiné parce que Besançon, c'est un pays pauvre, où il y a beaucoup. Quand tu donnes qu'il pleut comme cette année, quand il fait sec, t'as rien. C'est du cos. Oh, c'est vraiment du cos. Alors pour faire des vaches, à l'époque, on voulait faire des génisses à l'engraissement et tout, il fallait faire de l'ensilage et de tout. Quand il pleuvait, ça marchait. Quand il pleuvait, t'avais rien. Alors du coup, c'était catastrophique. Alors là, ça m'a pas aidé. Et finalement, par force, tu ne changes pas du jour au lendemain. Mais quand j'ai vu que ça allait vraiment mal en 78, quand je me suis marié, 70, quand j'ai vu que ça allait vraiment mal, là j'ai dit, là j'étais au bord du gouffre, carrément au bord du gouffre. Vraiment au bord. Et je voyais que, parce que j'ai toujours pas arrêté de faire le ramassage de brebis. Ouais. J'avais une camionnette qui faisait le ramassage de brebis. Et quand je voyais, il faut savoir que le prix du lait de brebis dans les années 78, tout ça, ça n'a pas beaucoup évolué. D'accord. Parce qu'à l'époque, il valait
il valait 7 francs. 7 francs par là le litre. C'était énorme, énorme. Et maintenant, il vaut guère plus d'1 €. Hein. Oui. Vous vous rendez compte? D'accord. 40 ans après, quand même. Non, ça n'a pas évolué. Ouais. Ça n'a pas évolué du tout. Par contre, ce qui a évolué, c'est la quantité. Parce que les brebis, avant, quand j'avais attaqué de traire, le brebis faisait grand maximum 1 litre, 1,5 litre, grand maximum. Donc là, ça fait 3 litres. Mais alors, et voilà. Alors, du coup, sur le journal, je vois un troupeau de brebis, un petit troupeau, 30 ou 40 brebis à Comza, Grandville. Et allez, je vais acheter ce troupeau de brebis et je les remets à l'ancienne bergerie dans le village. Hein. D'accord. Et je me mets à retraire ces brebis. Et là, c'est pas que ça gagnait beaucoup, mais tu avais un chèque. Ouais. Et à la fin du mois, tu avais un chèque pour mener à la banque. C'est quand tu n'avais rien, que la banque t'appelle et matin au soir, et qu'est-ce que vous comptez faire? Et voilà. Et ça, un chèque, il faut le dire, c'est en fait, le lait pour le roquefort. Quoi. Voilà. Alors ce chèque n'était pas net. Oui. C'est pas net, mais si vous voulez, ça fait une rentrée très trésorerie. Et alors moi, c'est grâce à ça. D'abord, c'est pour ça que même encore j'ai les brebis, moi. Et maintenant, j'ai un commis pour les soigner, mais le dimanche, même à mon âge, je me soigne les brebis. J'en ai moins, j'en ai 180. Parce qu'on était monté à 450 brebis. C'est un échappatoire pour vous en dehors du travail? C'est un échappatoire et une reconnaissance du ventre aussi. Parce que j'aurais pas eu les brebis, je crois qu'encore, je me répète, on ne causerait pas de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors dans votre livre, il y a des phrases que j'ai notées, que j'ai retenues. Je suis acteur de ma vie, mais pas spectateur. Eh bien ouais, parce que moi j'ai toujours dit, il ne faut pas dire, il faut faire. Quoi. Parce qu'il y en a beaucoup à avoir des idées, mais si vous voulez, la vie c'est, je le disais, je ne sais pas où, moi, je vous dis, j'ai fait que l'école primaire. J'ai fait que l'école primaire, pas secondaire. Et il y avait quand tu étudies des fables de La Fontaine, quand tu es jeune, que tu as 10 ans, tu ne comprends pas. Oui. Je me rappelle, il y en a vu, je ne sais pas de quel c'était, il y avait marqué travailler la terre. Un trésor est caché dedans. C'est un peu vrai, c'est ça que je veux un peu dire. Parce que finalement, tu semblerait qu'il n'y a rien là, et tout d'un coup il y a quelque chose. Mais il s'agit de le trouver. Dans la vie, c'est ça. C'est ce déclic. La terre, c'est imagé. Mais il n'y a pas que la terre. Dans la famille, dans tout, il y a toujours quelque chose de caché. Mais ou vous le trouvez ou vous ne le trouvez pas. Tout à fait. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Voilà. C'est un peu ça. Alors, être acteur, ça veut dire que. Puis on fait partie du patrimoine à tout point de vue. Moi, je me suis toujours investi, autant à l'entreprise que. Moi, je suis resté toute ma vie président du comité d'animation, c'est moi qui l'ai créé. Je suis resté 25 ans, j'étais au comité agricole, président de la Groupama, un tas de trucs, tout le temps au foot, un peu partout, quoi. Parce que il n'y a pas que la vie professionnelle, il y a la vie professionnelle, familiale. Et puis, je suis resté 25 ans maire adjoint aussi. Il faut être, je vous dis, il faut essayer de donner pour les autres aussi. Et ça se voit, je l'ai noté dans votre livre, puisqu'à un moment donné, là aussi, vous dites une phrase, les salariés font le patron et vice-versa. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ça, mon père me l'avait toujours dit et ravaché, et je pense que seul on n'est rien, quoi. Et il faut, c'est des compromis tout le temps. Des fois c'est compliqué, quoi. Mais moi, même un salarié qui m'avait dit, qui te remet en place, des fois, ça te fait du bien aussi, parce que on n'est pas infaillible, quoi. Et puis on a besoin, il faut être soudé, quoi. Tout seul, ça marche pas. Et alors, il y a pareil, c'est pas que tout baigne, ça serait mentir de dire que tout baigne tous les jours. Enfin, allez, nous, grossièrement, moi, j'ai pas à me plaindre. Il faut savoir que les premières vacances de ma vie, moi, c'est les salariés qui nous ont payé, ma femme. D'accord. Ils avaient payé 8 jours en Tunisie. D'accord. Pour mes 50 ans, c'était énorme. D'accord. Et aujourd'hui, les enfants dans l'entreprise, vous voyez l'avenir? Maintenant, c'est compliqué parce que tout se complique. Alors, c'est vrai que j'ai tardé un peu à céder parce que avec ces incendies là, coup sur coup, là, ça a été très compliqué. Ça a duré, on en est remis à peine maintenant. On a perdu 5 ans à l'entreprise. 5 ans que j'aurais dû complètement céder. Alors je cède tout doucement net. Maintenant, c'est ma fille, Ludivine, qui gère tout le personnel là. Et tout. Maintenant, moi, je gère encore les comptes, les gros clients, un peu les achats et les ventes, et Ludovic, technique, et voilà. D'accord. Et le petit-fils derrière, parce que de temps en temps, vous vous déplacez avec le petit-fils. Ah, Enzo est toujours avec moi. Enzo, c'est ma machine de guerre. Elle me défend trop, parce que papy ici, papy là-bas. En fait, on vous retrouve avec votre petit-fils dans votre livre, quoi. Il vous suit et J'espère que, voilà, mais après, vous savez, l'avenir... On ne fait pas ce qu'on veut, parce que c'est facile de tirer des conclusions après, mais on fait comme on peut surtout. Moi je pense que... Moi je vous dis, je pense que j'ai eu vraiment de la chance.
J'ai eu de la chance parce que vous pouvez avoir les mêmes idées du monde si vous n'êtes pas suivi. Et ce part de chance qui fait que, moi je vous dis, je me répète, je crois en Dieu, je crois aux hommes, c'est un ensemble de choses. Mmh. Et je finirai juste par une image que j'ai retenue aussi de votre livre, où on vous voit en haut, grimper la montagne et encorder derrière tout le reste de la famille. C'est ça pour vous la construction d'une vie. Essayer de tirer vers l'eau, quoi qu'il arrive. Mmh. D'abord, c'est ce que je me répète tous les jours, il ne faut pas avoir peur de l'adversité, il faut regarder en haut. Alors, si on y arrive peut-être, on n'y arrivera pas, parce que c'est compliqué, mais et essayer de tirer les autres. Puis, est-ce que c'est faux un peu l'image, parce que c'est des fois les autres qui vous poussent. Mmh. C'est à double sens. C'est vrai. Mmh. Parce qu'il n'y a pas que ça. Parce que vous pouvez bien tirer, si ça ne suit pas, ça ne suit pas. Si ça ne suit pas, oui, tout à fait. Et puis des fois, si vous avez un moment de fatigue, il faut que l'autre dise, on est là. Mmh. On est là. Pour terminer, le souhait de M. Braley aujourd'hui? Le souhait, moi je vous dis, je remercie tous ceux qui m'ont aidé, du fond du cœur. Dimporizia navielluoto, dimbiron catrevindra morium bram brandulla vieglio, dimbiron catrevindra morium bron. Volia prene a dansa morium bram brandulla vieglio, volia prene a dansa morium bron.